Donc, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire organisé par la FNCCR que nous avons le plaisir d'accueillir dans nos locaux et par la FEDEN, donc un webinaire qui est organisé pour les adhérents de nos fédérations respectives et sur un sujet qui est très intéressant, qui est au cœur de l'actualité, qui est le contrat de performance énergétique. Donc, comme d'habitude, quelques consignes avant de commencer. Je vous invite à bien veiller à ce que vos micros soient fermés, mais normalement, c'est fait automatiquement. Et nous aurons deux temps de questions-réponses identifiés, un en milieu de webinaire et un à la fin. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat, nous y répondrons. Alors, concernant les intervenants, j'ai le plaisir de présenter Tiffaine Cordier, qui est juriste au sein de la FNCCR pour le programme ACT. Également Hugo Guillaume, qui est responsable d'efficacité énergétique chez Dalcam et qui intervient en tant que membre du bureau du SNEC, qui est un syndicat de la FEDEL. Et enfin, pour ma part, je suis Nader Benmat, secrétaire général du SNEC. Donc, je vais présenter très rapidement la FEDEL pour ceux qui n'ont pas l'occasion de nous connaître. Donc, nous sommes la Fédération des services énergie-environnement, mais plus particulièrement la Fédération des économies d'énergie et de la chaleur renouvelable. On représente ainsi 500 adhérents pour 60 000 salariés et environ un chiffre d'affaires de 11 milliards d'euros par an. Nous sommes donc des acteurs de la décarbonation des bâtiments à travers des métiers essentiels assurés par des hommes et des femmes partout dans les bâtiments. Donc, on intervient sur des secteurs d'activité très complémentaires que sont la réalisation d'économies d'énergie dans les bâtiments, le développement de la chaleur et du froid renouvelable et de récupération, mais aussi le facility management et l'ingénierie de projet. Et enfin, concernant le SNEC, c'est un syndicat de la FEDEN qui porte les enjeux de la rénovation énergétique au sein de notre fédération, avec comme fondement la garantie de performance énergétique. Nos adhérents interviennent en effet sur l'intégralité de la chaîne de valeur de l'efficacité énergétique, de la conception à l'exploitation maintenance, en passant par la modernisation des équipements, l'approvisionnement énergétique, mais également la sensibilisation des usagers. Et on remarque que on observe souvent 18% de gain moyen d'efficacité énergétique des contrats de résultats par rapport aux contrats de moyens. C'est pour ça qu'on promeut le développement des contrats de performance énergétique pour atteindre les objectifs de la transition énergétique. Mais je vais laisser la parole à Hugo Guillaume qui va pouvoir détailler un peu plus cela. Oui, bonjour à tous. Du coup, pour donc rapidement vous présenter le cadre un petit peu de ce webinaire, donc on va parler des contrats de performance énergétique. Donc pour nous, c'est une solution, comme vient de le dire Nader, assez unique pour engager la rénovation de vos bâtiments, qu'ils soient publics ou privés. Donc on va plutôt être sur du public aujourd'hui. Une solution qui permet déjà, dans un premier temps, de dépasser le cadre simplement des travaux et d'envisager aussi la phase d'exploitation et les résultats de vos rénovations énergétiques. Voilà. Petit rappel du contexte réglementaire quand même, parce que c'est lui aussi qui nous force ou nous encourage, en tout cas aujourd'hui, à accélérer sur la rénovation énergétique. Bon, d'abord le décret tertiaire, mais je pense que tout le monde l'a à peu près en tête, je ne vais pas être trop long là-dessus. Mais donc les objectifs à l'horizon 2030, c'est ceux qui nous intéressent tout de suite maintenant, c'est 40% de réduction de consommation sur les bâtiments de plus de 1000 m², avec donc ensuite l'attente potentiellement en parallèle ou en remplacement d'un objectif à l'horizon 2030 en valeur absolue. Donc ça, ce sera plutôt pour les bâtiments qui sont déjà performants. Un point important qu'il ne faut pas oublier dans ce décret tertiaire, c'est l'étiquette éco-énergie tertiaire. Donc c'est un futur, potentiellement futur DPE tertiaire, donc qui permettra d'afficher la performance de vos bâtiments tout au long des années, et puis de suivre derrière l'atteinte ou pas de vos objectifs. Donc ça aura un impact assez important dans le futur pour qualifier un petit peu la performance de votre patrimoine de bâtiment. Voilà, il sera qualifié par rapport à l'atteinte d'un objectif en valeur absolue. Et puis un point qui fait l'actualité, puisque c'est très récent, c'est le décret BACS, donc qui était déjà mis en place, mais qui là va s'accélérer avec la volonté d'installer des systèmes d'automatisme et de contrôle des bâtiments, des systèmes GTB pour la majeure partie, d'ici le 1er janvier 2025 pour les bâtiments qui sont équipés d'équipements CVC de plus de 290 kW, et puis d'ici 2027 pour tous les bâtiments quasiment, puisque c'est tous les bâtiments dont la puissance supérieure à 70 kW.
ce qui est assez bas, donc qui permet globalement de pouvoir faire le suivi et la gestion de votre patrimoine de bâtiment rapidement. Pourquoi est-ce que du coup, et qu'est-ce que le CPE et pourquoi est-ce que ça répond bien à cet objectif du décret tertiaire? Bon, rapidement, qu'est-ce qu'un contrat de performance énergétique? C'est principalement cinq points, on vous a résumé sur la gauche. Donc, c'est définir une situation de référence, grosso modo, pour faire très simple. C'est ce que vous allez déclarer sur la plateforme Opérat pour ceux qui ont des objectifs des décrets tertiaires, ou pour les autres, c'est votre historique de consommation énergétique. Il est défini aussi, donc c'est pas uniquement la consommation, il est défini par rapport à certains critères, notamment les degrés jour et l'utilisation de vos bâtiments, etc. Ensuite, c'est un projet de rénovation avec des actions de performance énergétique qui sont intégrées dans le contrat. Donc, on les définit, on réfléchit à ce plan d'action avec vous. Et puis, ça permet d'atteindre des économies d'énergie qu'on garantit dans la durée, ce qui fait le lien entre les travaux et l'exploitation ensuite de votre bâtiment. Un quatrième point fondamental, c'est les pénalités financières, c'est-à-dire qu'on la garantie, elle est appuyée sur des pénalités, c'est-à-dire que si on n'atteint pas les objectifs, si l'entreprise de service qui vous garantit cette performance ne l'atteint pas, l'écart vous est compensé par ces pénalités financières en cas de non-atteinte donc de la performance. Et puis un dernier point qui est fondamental aussi, c'est qu'on mesure évidemment tout ça. On ne peut pas faire de la garantie s'il n'y a pas de mesure, d'où le lien aussi avec les BACS qu'on évoquait tout à l'heure, donc les systèmes de GTB. C'est bien, on mesure toute cette performance dans le temps, on la suit et on a un protocole qui est validé avec vous dès l'engagement du contrat. Ce qui est intéressant par rapport au décret tertiaire, c'est que le décret tertiaire, à la différence de beaucoup de réglementations sur le bâtiment, c'est basé sur vos factures, donc sur les consommations réelles. On n'est pas sur du théorique ou sur des calculs. On est bien sur ce que vous allez consommer, ce que vous allez payer. Là, ce qui est intéressant dans le contrat de performance énergétique, c'est qu'on vous garantit la consommation sur ces factures. Donc ça, c'est un point assez fondamental et c'est pour ça qu'il adresse parfaitement les objectifs du décret tertiaire à l'horizon 2030 si on envisage des contrats qui permettent d'atteindre ces objectifs. Alors, comment est-ce que ça se met en place? Et puis, un petit peu, quel est le rôle de chacun là-dedans? Puisque c'est aussi un sujet qui est parfois compliqué, c'est comment est-ce qu'on va aborder un contrat de performance énergétique? En fait, pour qualifier votre situation de référence, globalement, on commence assez systématiquement par un audit qui est en général réalisé par la collectivité. Pour l'instant, l'opérateur de services énergétiques n'est pas forcément présent encore. On définit une situation de référence à partir de vos consommations historiques et on analyse vos besoins et les contraintes du site. Ensuite, on réalise évidemment les études pour faire un pré-projet, envisager la meilleure stratégie de performance énergétique. Et puis, on fait le montage juridique, le montage financier de vos dossiers pour ensuite déboucher sur un appel à projet qui sera donc après cette phase un petit peu amont du contrat de performance énergétique. Donc, les 3 premières phases qui sont vraiment à la charge de la collectivité débouchent sur un appel à projet. ADR. Voilà. Donc, c'est débouche sur un appel à projet où vous choisissez une entreprise, un groupement d'entreprises qui portera le contrat de performance énergétique. Donc, à partir donc, de la situation de référence, l'entreprise s'engage sur à la fois la réalisation et potentiellement aussi challenge un petit peu le projet de rénovation, s'engage sur la réalisation des travaux, la performance énergétique et ensuite le suivi et l'exploitation de votre bâtiment dans la durée. Donc, on a bien cet appel d'offres et le démarrage du contrat est juste après l'appel d'offres avec la phase travaux où on met en place ces actions de performance énergétique qui ont été validées avec vous. Et ensuite, une phase assez intéressante aussi que vous pouvez adosser à vos contrats, alors qui n'est pas systématique. Je pense que ce point est assez important. Il n'y a pas systématiquement ce point-là. Néanmoins, vous pouvez, si vous souhaitez une prestation globale, y associer la fourniture d'énergie ou des engagements qui peuvent dépasser la partie purement performance énergétique, donc de vos consommations, et intégrer une consommation d'énergie renouvelable, par exemple, si vous êtes raccordé à un réseau de chaleur ou si vous installez des solutions de biomasse, pompe à chaleur, solaire thermique, etc. Ou plus globalement des éléments de décarbonation de votre bâtiment qui seront basés aussi sur vos consommations énergétiques. Enfin, on vient dans la phase d'exploitation, donc qui est inclus dans le contrat de performance énergétique. C'est vraiment une suite qui est complète et qui vous permet de cette garantie de performance. Donc, la maintenance est comprise, c'est-à-dire la réception des installations et puis l'ensemble des actions de maintenance et de pilotage qui doivent être mis en place. La sensibilisation, c'est un point assez fondamental. On l'a vu là avec le plan de sobriété. L'usage des bâtiments est fondamental dans les consommations que vous allez obtenir.
Et puis, la vérification, c'est le fameux plan de mesure qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, on vérifie de manière régulière avec un plan de mesure et un bilan annuel sur l'évolution de vos consommations et éventuellement l'indemnisation en cas de non-atteinte des objectifs. En cas d'atteinte des objectifs ou de dépassement des objectifs, il est possible d'avoir une forme de bonification pour l'opérateur, donc pour le porteur du CPE, qui est à distribuer entre guillemets entre l'opérateur et la collectivité qui aurait signé ce contrat. Donc rapidement, quels sont les avantages? Et puis je ne vais pas faire trop long, mais donc l'intérêt, bon, déjà, c'est que c'est un engagement de performance, donc on n'est pas simplement sur des travaux où la réalisation est évidemment importante, mais derrière, vous êtes certain, ou en tout cas, vous avez une garantie de l'économie d'énergie. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'ensemble des contrats qu'on a pu analyser lors d'une étude en 2021, on atteint le résultat. Alors potentiellement avec une ou 2 années de retard, puisque c'est toujours la mise en service qui peut prendre un petit peu de temps. Néanmoins, on atteint toujours la performance énergétique. Et même dans la grande majorité des cas, on la dépasse, ce qui veut dire que vous partagez finalement un sur-résultat avec l'opérateur. Ensuite, c'est un investissement qui permet d'être rapidement rentabilisé, puisque vous ne payez pas simplement les travaux, mais vous avez la certitude d'avoir déjà un résultat. Vous pouvez bénéficier d'aides, on y reviendra, comme la bonification des contrats de performance énergétique dans le dispositif des C2E, et puis une approche qu'on qualifie de globale et dialogue compétitif qui permet d'adapter le projet, de l'optimiser en fonction de ce que vous souhaitez, de vos objectifs et de vos capacités financières aussi, c'est quand même un point assez important en cette période d'inflation. Bon, le montage est simplifié, ce qui vous permet aussi, donc ça, c'est des éléments qu'on reverra un petit peu après. Je ne vais pas faire trop là-dessus, mais bon, on a des solutions aujourd'hui pour facilement le mettre en place. Et puis, un point, alors qui pour le coup, c'est un petit peu effacé, je pense, mais l'idée était de vous parler de la partie un peu verdissement qui peut être associée au contrat, donc de l'énergie renouvelable ou décarbonation qu'on évoquait tout à l'heure. Pourquoi est-ce que c'est intéressant aussi de notre côté et qu'est-ce qu'on peut vous proposer en tant qu'interlocuteur sur ces contrats? Bon, déjà, ça vous permet d'avoir un interlocuteur unique sur l'ensemble du projet de rénovation qui va de la conception, l'obtention des aides, la réalisation des travaux à l'exploitation maintenance, qui est souvent le point faible, on va dire, de ces contrats, parce qu'on a bien la bonne réalisation des travaux, mais derrière, on n'a pas forcément le lien qui se fait bien avec la maintenance. Donc là, c'est garanti. Une forte expérience, bon, je n'y reviens pas trop, mais voilà, on est entreprises sur le secteur qui ont l'habitude de réaliser ce type de contrat. Ça fait une quinzaine d'années maintenant qu'on les met en place. Ça vous permet aussi, puisqu'on travaille beaucoup avec des PME locales pour notamment la réalisation des travaux de travail, de favoriser l'emploi local. Et évidemment, on a un mariage, ça se rejoint d'ailleurs, territorial important, puisqu'on est présent sur l'ensemble du territoire. Alors rapidement peut-être aussi pour vous dire que les contrats s'adaptent, il ne faut pas penser que le contrat performance énergétique c'est simplement 40% ou si c'est simplement des contrats qu'on évoquait tout à l'heure de 18% comme des contrats de résultat. En fait, on s'adapte vraiment à vos objectifs. Ça va beaucoup dépendre de l'engagement de performance, dépend évidemment des actions que vous allez mettre en place. Ce qui est intéressant sur ce schéma, c'est de vous montrer un petit peu la différence par rapport à un contrat de moyens classique de maintenance où finalement on vous garantit qu'un certain nombre de passages, par exemple, de biotechniciens pour maintenir les équipements. Là, on va plus loin déjà avec un contrat de résultat, puisqu'on fait le suivi pilotage, le pilotage énergétique, la sensibilisation, et on a un engagement sur les consommations énergétiques. C'est la première étape d'un contrat de performance énergétique. En plus de ça, par rapport à un contrat de résultat, on y ajoute des travaux, des actions de performance énergétique qui sont plus ou moins lourdes. C'est pour ça que vous avez les engagements qui évoluent. Lorsqu'on est sur du CPE service, on n'a pas forcément c'est dans le cas des collectivités, par exemple, pas forcément les moyens d'investir tout de suite dans les travaux. Ça vous permet déjà d'investir dans des solutions de pilotage, par exemple répondre au décret VAX, et atteindre 15 à 20% de réduction des consommations. Puis, on peut envisager des travaux plus importants qui nous emmènent, alors je ne différencierai pas forcément rénovation technique et rénovation globale, mais l'idée, c'est d'atteindre et de travailler ensuite sur la performance globale des bâtiments, que ce soit en réalisant des travaux d'isolation ou des travaux qui peuvent porter aussi sur les équipements techniques de vos bâtiments en fonction de vos moyens et des meilleures solutions pour vos bâtiments. Voilà, donc ça s'adapte. Je crois que la slide suivante le précise un petit peu d'un point de vue aussi financier et objectif d'économie d'énergie plus largement. L'idée, c'est qu'on puisse répondre à vos différents objectifs. Est-ce que c'est faire un gain rapide d'économie et donc avec des investissements qui sont évidemment plus faibles, mais des économies également moins importantes? Ou est-ce qu'on est sur un objectif rénovation énergétique décret tertiaire en quelque sorte, et là on envisage des travaux plus importants? Ou est-ce qu'on est vraiment sur une réhabilitation lourde? Et dans ce cas-là, la performance énergétique, c'est pas l'ambition première, c'est vraiment de repenser ce bâtiment et de réadapter aux usages. Et là, l'investissement sera forcément plus important. Néanmoins, ça peut être aussi encadré dans un cadre de contrat de performance énergétique. Voilà.
Merci beaucoup Hugo pour cette vision très exhaustive du contrat de performance énergétique. À présent, Tiffaine va nous présenter les travaux réalisés dans le cadre de Acté, notamment sur le closier CPE. Ouais, merci beaucoup. Juste pour rappeler un petit peu le cadre, donc le programme Acté, c'est un programme qui est porté par la FNCCR, qui vise à apporter un coup de pouce aux collectivités pour toute la phase amont aux travaux. Donc ce qui va être des études, le financement de postes ressources humaines, d'une partie de la maîtrise d'œuvre ou d'outils de consommation, de suivi de consommation des consommations d'énergie des bâtiments. Et donc, dans le cadre de ce programme Acté, et Hugo l'a très bien présenté, l'idée, c'était de permettre aux collectivités d'avoir une solution contractuelle clé en main pour se saisir de l'outil CPE qui, on vient de le voir, est finalement extrêmement propice en fait pour la réalisation d'économies d'énergie au vu des objectifs qui sont très ambitieux du décret tertiaire aux horizons 2030, 2040 et 2050. Et donc, dans ce cadre, en fait, la FNCCR a été chargée de mettre à jour le closier CPE qui existait en 2012, mais cette fois-ci avec en fait les adaptations au Code de la commande publique, aux nouvelles règles de la commande publique. Et donc, dans le cadre de ce groupe de travail, on a eu donc la FNCCR, des collectivités, mais également des représentants d'entreprises. On a également la FEDEN qui faisait partie de ce groupe de travail. L'idée, c'était de produire un closier avec, donc, comme je le disais, un certain nombre de documents dont les collectivités peuvent aujourd'hui se saisir, qui puissent répondre à la fois à leurs objectifs à elles, à leurs contraintes en termes de collectivité, acheteurs publics, et à la fois finalement répondre aux exigences aussi de la filière pour qu'on puisse avoir une solution contractuelle qui soit la plus opérationnelle possible. Donc, au sein de ce closier, on a différentes pièces que je vais vous présenter juste après, qui permettent donc de mettre en place les contrats de performance énergétique dont ce que Hugo rappelait tout à l'heure. L'objectif premier, c'est d'avoir finalement des objectifs de performance énergétique qui soient contractuellement garantis. Ça, c'est vraiment un outil de la commande publique qui est très particulier et qui finalement permet à la fois de sensibiliser, je dirais, les entreprises et puis d'avoir derrière, côté collectivité, une garantie d'atteinte de ces objectifs. Alors, le champ d'application du closier. Finalement, c'est un closier je voulais le rappeler aussi, le cabinet Lexity qui nous a aidés à rédiger ce closier, ainsi que le groupe de travail, nous a permis en fait finalement d'arriver à un closier contrat de performance énergétique adapté aux marchés publics globaux de performance. Donc, juste pour rappel, et on le verra un petit peu par la suite pour ce qui concernera la loi tiers financement, mais j'y reviendrai ensuite. On a deux véhicules contractuels qui permettent de conclure des CPE. On a d'une part les marchés de partenariat et d'autre part les marchés publics globaux de performance. Donc, ce closier est applicable aux marchés publics globaux de performance uniquement. Donc, c'est un CCAG, donc on le verra ensuite, qui a été conçu donc, pour les personnes publiques. Donc, il n'est pas adapté aux personnes privées, il n'est pas non plus adapté aux CPE qui porteraient sur des infrastructures. On est vraiment sur de la rénovation énergétique. Et enfin, il n'est pas adapté non plus aux marchés de partenariat, qui restent un outil quand même un petit peu compliqué à mettre en œuvre côté collectivité, avec vraiment une lourdeur aujourd'hui du Code de la commande publique pour se saisir pour que les collectivités se saisissent de ce type de marché. Donc, on reste uniquement dans le champ des marchés publics globaux de performance. Donc, je le disais à l'instant, c'est un closier qui s'applique et qui s'adresse aux acheteurs publics qui ont la nature de personnes morales de droit public au sens du Code de la commande publique. Donc, on entend par là les collectivités territoriales, les EPCI, les établissements publics locaux, et puis tous les mandataires de ces personnes publiques. Voilà, je ne vais pas rappeler la définition du contrat de performance énergétique, elle a déjà été évoquée en début de présentation. Et puis enfin, par rapport à ce que disait Hugo tout à l'heure, on est sur un closier qui est applicable à tout type de contrat de performance énergétique, qu'on soit sur les aspects travaux, fournitures, services ou globaux également. Donc vraiment, l'idée c'est que vous puissiez, côté collectivité, vous saisir vraiment de cet outil, que ce soit une solution clé en main, qui puisse ensuite être, on va dire, adaptée en fonction de vos projets grâce au CCAP, et on va en parler juste ensuite. Donc, le closier est constitué de tous les documents que vous pouvez voir à l'écran. Je ne vais pas les relire particulièrement. On a quand même souhaité faire une présentation générale de la démarche, donc ce que je vous expliquais tout à l'heure. Pourquoi est-ce que tout le monde s'est mis autour de la table pour justement
trouver des documents et des accords qui puissent répondre aux contraintes des deux côtés, côté acheteur et côté entreprise répondante. Le document principal, je dirais, c'est le CCAG. Donc, le CCAG, il est applicable qu'aux marchés publics globaux de performance. Et donc, il est vraiment nécessaire d'y faire référence lorsque, côté collectivité, vous passerez vos marchés. Donc, c'est vraiment la base, le socle sur lequel le marché est conclu. Et ce CCAG, finalement, ça permet de simplifier juridiquement le contrat dans la mesure où on a toutes les clauses globales qui sont prévues dans ce document, qui peut être complété, comme je le disais tout à l'heure, par le CCAP, qui est le deuxième document le plus important, dans lequel la collectivité peut faire le choix, voilà, de plus ou moins inclure certaines prestations. On en parlait tout à l'heure, le P1, la fourniture, peut faire l'objet d'une spécificité, enfin en tout cas peut faire l'objet d'une prestation et qui devra être précisée dans le CCAP. Donc, voilà, ça permet de tenir compte des spécificités de projet et puis des besoins du maître d'ouvrage, qui est la collectivité, parce qu'on sait bien que chaque collectivité, en fonction des territoires, du patrimoine, du type de bâtiment, évidemment, aura des contraintes ou des obligations qui seront différentes. On a aussi des modèles d'avis d'appel public à la concurrence et de règlement de la consultation en fonction du type de procédure qui sera choisi, donc dialogue compétitif ou procédure avec négociation. Donc voilà un petit peu l'état des lieux du closier. N'hésitez pas si vous avez des questions. Mais avant ça, on a le plaisir d'avoir un lauréat acté, par la présence de Maxime Le Guarguer, qui va nous présenter un retour d'expérience de CPE passé en marché public global de performance. Je ne sais pas si Maxime, enfin j'espère en tout cas que tu es connecté. Et je te remercie pour ton intervention en tout cas. Donc je vais te laisser la parole dès à présent. Oui, bonjour Tiffaine, bonjour à toutes et tous. Donc, en effet, je suis Maxime Le Guarguer, donc responsable d'opération à Brest Métropole Aménagement, avec la casquette également d'économe de flux d'Acte 2. Donc, je vais vous présenter notre retour d'expérience sur notre marché public global de performance qu'on a mené sur 5 groupes scolaires à Brest. Donc, le sommaire, un rappel du contexte. Je vais ensuite vous expliquer les grandes lignes et les modalités du contrat du MPGP, avec le programme de l'opération et les objectifs de performance énergétique. Et je conclurai sur un petit point financier. Donc, le contexte. Une petite carte de Brest avec en rouge les groupes scolaires qui ont été concernés par la rénovation énergétique et en vert un groupe scolaire qui a été très important, qui nous a permis de déplacer les élèves en fait à Kérichen, étant donné que le groupe scolaire Kérichen est sous-occupé, ça nous a permis de déplacer certaines écoles pendant qu'on faisait les travaux afin d'intervenir en site inoccupé. Malgré tout, on a quand même intervenu en site occupé sur les 4 moulins et Keragaouyat. Voilà. Un petit point sur le calendrier contractuel. Donc, comme ça a été dit tout à l'heure, on a, dans un premier temps, réalisé des audits énergétiques préliminaires pour identifier les gisements d'économie d'énergie. Donc, c'était primordial pour savoir où est-ce qu'on allait. Donc, on avait ciblé 8 bâtiments. Donc, il n'y en a que 5 qui ont été retenus dans le cadre du MPGP. Suite à ça, on a lancé des diagnostics avant travaux, donc diag amiante, on a fait des études d'accessibilité PMR, etc. Études de sécurité incendie, ce qui nous a permis d'établir un programme technique détaillé pour savoir exactement quel allait être le périmètre d'intervention sur les différentes écoles. Donc on est intervenu, on a rénové les 5 écoles en 3 ans. Donc on a été assez efficace. Donc, entre le moment où on a signé le MPGP, donc en 2019, et le moment où on a réceptionné la dernière école, donc les Hauts-de-Pinfeld, il s'est passé un petit peu moins de 3 ans et demi. Donc avec un petit impact Covid, mais qui, sur le chemin critique, n'a pas d'incidence. Les modalités du contrat, donc nous, c'était de la conception-réalisation. Donc on a lancé un concours lors de l'appel d'offres
lors duquel plusieurs groupements d'entreprises ont répondu. Donc, les groupements d'entreprises étaient composés d'une entreprise générale avec architecte, bureau d'études techniques, bureau d'études désamiantage, pardon, et évidemment un installeur-mainteneur. Donc, les objectifs de performance énergétique du MPGP que doit le groupement d'entreprise à BMA. BMA le doit également à la ville de Brest. Donc en fait, on était maître d'ouvrage au nom et pour le compte de la ville de Brest. Donc voilà. Après, il y avait un petit système de prêts bancaires avec certaines banques qui nous ont permis justement d'avoir les financements. Mais voilà, je ne veux pas rentrer dans le détail. Donc les grandes lignes de ce marché-là, donc comme ça a été rappelé tout à l'heure, un programme de travaux de rénovation énergétique globale sur les 5 écoles, associé à divers objectifs de performance énergétique, et 10 ans d'exploitation-maintenance après travaux, qui sont renouvelables une fois, donc on est parti sur 20 ans du coup. Et évidemment le volet formation-sensibilisation pour toucher tous les occupants et tous les utilisateurs de l'école. Notre PGO, programme général de l'opération, donc on avait un total de 10 millions d'euros de travaux, donc environ 2 millions par école, à savoir 14,5 millions d'euros à financer. Donc ça, c'est le coût total de l'opération. Donc c'est les frais d'études, de maîtrise d'œuvre, enfin pas de maîtrise d'œuvre, mais voilà, c'est le coût total de l'opération. Donc on voit que 64% des dépenses sont associées à l'efficacité énergétique, 67 même si on prend en compte la qualité de l'air avec la VMC. Le reste, c'était des embellissements, même si la volonté de la ville de Brest, c'était la rénovation énergétique. Donc ça, c'était une des particularités du contrat, c'était de faire comprendre aux utilisateurs que on n'allait pas repeindre tous les murs, que c'était vraiment des travaux qui étaient destinés à rendre plus performant le bâtiment et pas le rendre plus beau, même si évidemment il y avait quelques embellissements qui étaient prévus. Donc il y a eu aussi quelques petits travaux de remise aux normes, de restauration scolaire où on est intervenu dans une cantine, du désamiantage, du nettoyage chantier. Et donc dans la slide suivante, on détaille la performance énergétique. Donc sans surprise, c'est les travaux de l'enveloppe qui ont été le plus coûteux. Donc l'isolation thermique par l'extérieur, le changement des menuiseries et l'isolation des planchers hauts. Donc au total, ça fait 80% même. Et donc, on a installé un système de GTB, des ventilations mécaniques simple flux et double flux dans les réfectoires. Et on n'a pas dépensé beaucoup d'argent sur les systèmes de chauffage, étant donné qu'ils étaient déjà relativement performants. On a fait quand même quelques raccordements au réseau de chaleur urbain, mais voilà. Donc, il y avait un commissionnement qui était prévu, donc lors de toutes les phases du projet, avec des fiches d'autocontrôle, des fiches d'essai, un carnet des écarts qui est systématiquement tenu à jour. Donc, par exemple, si l'entreprise décide de mettre de la laine de bois plutôt que du polystyrène sur les murs, donc tout ça c'est répertorié. On regarde s'il y a un impact sur la performance énergétique ou pas. Donc il y a des rapports de mesure et vérification qui sont produits également par le groupement. Et évidemment, le volet exploitation-maintenance sur 10 ans, renouvelable une fois, comme je l'ai dit. Donc, dans 10 ans, il faudra relancer un appel d'offres pour un autre mainteneur, donc qui doit assurer le P2 et le P3. Donc, le P2, c'est l'entretien courant, c'est-à-dire que dès qu'il y a une pièce inférieure à 200 € qui est défectueuse, il doit son remplacement. Et il doit également le P3, donc c'est la garantie totale des installations. Donc le volet sensibilisation, formation, information. Donc on a essayé de cibler absolument tous les utilisateurs de l'école qui pourraient avoir un impact sur la performance énergétique, étant donné que nos bâtiments sont désormais sobres en énergie, qu'ils sont également efficients, étant donné que les systèmes de chauffage, de ventilation sont également performants.
Le dernier volet, c'est le comportement des utilisateurs pour s'assurer de la performance énergétique. Donc, il y a une sensibilisation annuelle qui est assurée par le mainteneur, que ce soit au niveau des professeurs et même au niveau des étudiants, enfin des élèves plutôt, étant donné que c'est des écoles primaires. Il y a des événements qui sont prévus lors des kermesses des écoles. Donc, typiquement, c'est des vélos sur lesquels on pédale et on voit l'énergie ou la puissance qui est dégagée. On a installé des éco-boards dans les halls de chaque classe, de chaque école, sur lesquels on voit les consommations. Donc, ça reste assez ludique. Et il y a également d'autres informations qui sont communiquées. Donc voilà. Et une formation technique à la réception des travaux et en fin de contrat. Donc là, on n'y est pas encore, évidemment. Mais voilà, on a vraiment ciblé les professeurs, même les parents d'élèves, étant donné qu'on a mis des affiches un petit peu partout. On a ciblé donc tous les professeurs, les concierges, les directeurs d'école, ainsi que les personnes de la mairie, pour que vraiment l'ensemble des utilisateurs soient concernés. Donc nos objectifs d'économie d'énergie, donc on est en moyenne à 37% d'économie d'énergie par groupe scolaire. Donc certains, donc ça va de 45% à 26%. Donc on cherche à réaliser des économies en pourcentage, sauf sur une école où on est en valeur absolue, où là du coup l'objectif c'est une consommation ramenée au mètre carré. Donc c'est pour l'école Aubrac, étant donné qu'on a agrandi. Donc étant donné qu'on a une surface plus importante après travaux, on ne peut pas raisonner en pourcentage de réduction des consos. Donc c'est pour ça qu'on a une valeur absolue de 42 kWh d'énergie finale à atteindre par mètre carré par an. Et il y a des pénalités financières en cas de non-atteinte des résultats, qui sont à peu près 2 fois l'équivalent de la non-atteinte des performances énergétiques. Donc sur le suivi de la performance énergétique, on a une GTB qui a été installée, qui nous permet de suivre en temps réel les consommations, qui nous permet également de suivre les températures de chaque classe et les taux de CO2 en partie par million. Donc il y a des rapports trimestriels qui sont produits, donc évidemment tous les trimestres, pour faire un point sur les différentes interventions, que ce soit le préventif ou le curatif, et pour avoir un visuel sur les consommations, identifier les dérives, identifier également ce qui a bien marché pour le dupliquer dans les autres groupes scolaires. Et annuellement, un rapport PMV est prévu. Donc PMV, c'est plan de mesure et vérification, où c'est à ce moment-là qu'on connaît le gain énergétique et qu'on sait se positionner sur les objectifs qui étaient prévus contractuellement. Donc c'est une situation de référence qui est adaptée en fonction du nombre de jours de chauffage et des DJU, et qui est ajustée s'il y a des modifications conséquentes des variables statiques. Donc les variables statiques, il y en a tout un paquet, mais on peut citer la surface chauffée, les températures de consigne, le nombre de repas servis, etc. Et donc pour conclure, un petit point sur l'aspect financier et les économies qu'on va réaliser sur les 20 prochaines années. Donc en bleu, c'est la courbe donc la réalité. Donc c'est les économies d'énergie qu'on va générer avec les travaux qu'on a réalisés. Et en vert, c'est la limite haute. Donc c'est la courbe qui aurait eu lieu si on n'avait pas fait les travaux. Donc on voit qu'on économisera sur 20 ans presque 4 millions d'euros. Donc ça fait presque 200 000 euros d'économisés par an. Donc j'ai pris une hypothèse d'évolution du coût de l'énergie de 5% par an. Voilà, donc ce ne sont que des hypothèses, mais grosso modo, on peut conclure que les économies d'énergie sont directement reliées à des conséquentes économies financières, surtout dans le contexte actuel. Donc, c'est un des gros intérêts d'un marché global public de performance.
Merci beaucoup pour ce très beau retour d'expérience qui a permis d'illustrer toute la démarche du CPE. Nous allons maintenant répondre aux questions avant de poursuivre le webinaire. Donc, je regarde dans le chat si nous avons des questions. Alors, nous avons une première question. Bonjour, quelles sont les formes d'engagement avec des PME locales? Je peux peut-être répondre un petit peu à ça, mais sur le forme d'engagement, c'est que globalement, sur nos contrats, on travaille sur la partie travaux, notamment avec des PME locales. Je pense par exemple à la partie isolation ou sur des sujets comme ça, on peut faire appel ou sur la partie aussi calorifugage, par exemple des équipements thermiques, enfin, des installations thermiques, voilà, donc c'est des possibilités de travailler. Enfin, c'est très, très courant, on va dire que dans nos contrats, on s'engage avec des PME en groupement ou en sous-traitance. Merci. Une autre question, quelle est la durée optimale de la phase exploitation-maintenance à prévoir dans un marché global de performance? Une bonne question, mais je dirais qu'elle est plutôt liée aux actions qui sont réalisées dans le cadre du contrat de performance énergétique. Oui, 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 c'est ça. Bah, après, en fait, ça va dépendre bon, déjà de ce que vous voulez faire, de ce que vous y mettez aussi. C'est-à-dire, est-ce que l'objectif, c'est de rembourser vos travaux avec les économies d'énergie? Est-ce que l'idée, c'est plutôt de faire un contrat plus long, plus court pour diverses raisons de coût de l'énergie, voilà, qu'est-ce que vous intégrez aussi dans votre contrat d'exploitation derrière, enfin, dans l'ensemble du contrat, mais du coup dans la durée d'exploitation. Donc il n'y a pas de durée optimum. Après, une durée, la durée moyenne serait aux alentours de 8-10 ans dans les contrats de CPE. Et ensuite, dans le cadre d'un CPE rénovation globale, les entreprises n'ont-elles pas des craintes de répondre au marché lancé dans une démarche de CPE? Après, c'est vrai que la slide que tu montrais tout à l'heure, tu expliquais qu'en tant qu'entreprise, nous, on répondait aux besoins des clients et c'est aux clients d'exprimer ce besoin nous, on s'adapte en fait à tout type de projets qui sont lancés. Oui. Oui, oui, après, en fait, je sais pas si, enfin, faudra peut-être préciser un petit peu la question, mais grosso modo, sur les contrats avec Global de rénovation, le sujet, ça va être aussi quel est le pourcentage d'engagement énergétique. C'est sûr que si on est sur des contrats où on vise des objectifs très, très importants, le risque est plus important. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'engagera pas, mais ça veut simplement dire qu'effectivement, il y a un risque plus fort et puis il y a des travaux plus importants qu'il faut pouvoir maîtriser avec des partenaires souvent, puisqu'on n'est pas forcément tous experts de la rénovation, par exemple du bâti, alors, en tout cas en tant qu'exploitant. Donc il y a des sujets, il y a évidemment des sujets, ça n'empêche pas qu'on puisse s'engager. On a pas mal de contrats où on va sur des objectifs de 50-60%. On l'avait dans l'enquête qu'on avait réalisée, on a un certain nombre de contrats qui vont largement au-delà des 40% d'économie d'énergie. Donc il n'y a pas de problème en soi, comme disait Nader, on s'adapte. Après, il y a différents types, et puis on n'a pas forcément beaucoup de demandes aujourd'hui sur ce type de marché non plus. Et je dirais, si je peux juste compléter, pour vraiment avoir des contrats de performance énergétique qui soient, dont la mise en œuvre et l'exécution soit vraiment optimale, l'idée, c'est vraiment de bien connaître son patrimoine, d'identifier très clairement la situation de référence pour qu'ensuite on n'ait pas de litige sur voilà, le niveau de performance à atteindre, pourquoi est-ce que l'objectif n'a pas été atteint. Voilà, donc côté collectivité, comme côté entreprise et côté travaux, l'idée, c'est vraiment de se mettre d'accord précisément dès le départ sur la situation de référence à partir de laquelle on va mesurer les objectifs, en tout cas la performance énergétique atteinte à l'issue au terme du contrat en fait. Merci. Prochaine question, je pense qu'elle est plus pour vous, Tiffaine. Pour les collectivités qui ne se sentent pas de lancer un CPE seul, est-ce qu'il existe un cahier des charges pour recruter un AMO qui aiderait la collectivité à rédiger et suivre le MPGP? Alors oui, bah écoutez, ça va être l'occasion de faire une petite page de pub. Côté programme acté, on est là aussi justement pour, alors certes, apporter des financements aux collectivités, la phase diagnostic et amont aux travaux. On est aussi là pour créer des ressources, donc, dont le closier CPE, mais également d'autres types de ressources pour accompagner les collectivités pour mettre en place leurs projets. Et on a notamment mis en place, et donc là, le guide normalement devrait paraître au mois de mai, donc un guide conjointement réalisé avec Bapora, dans lequel on explique en fait toutes les phases d'accompagnement d'une commune lorsqu'on est par exemple
un syndicat d'énergie ou un EPCI facilitateur. Et au sein de ce guide sera présent un modèle en fait de convention de prestation de services, donc d'AMO, commissionnement notamment, qui permet en fait finalement d'accompagner la collectivité. Donc il y a ce modèle de guide de convention de prestation de services, et également un modèle de mandat de maîtrise d'ouvrage. Alors on est sur deux montages juridiques qui sont différents, mais dans lesquels en fait le maître d'ouvrage peut se faire accompagner pour justement mettre en place ce type de contrat de la commande publique qui sont assez lourds à mettre en place et puis parfois assez techniques. Donc on a certains éléments qui sont déjà disponibles sur le site internet Acté. Je laisse mes collègues qui sont peut-être connectés mettre le lien dans le chat. Et puis ce guide apparaître au mois de mai qui donnera notamment un modèle de cahier des charges d'AMO commissionnement pour justement accompagner les collectivités dans la mise en place de ce type de contrat. Merci Tiffaine. Ensuite, je pense qu'il y a une question sur le retour d'expérience. Donc 5 sur 8 retenus, j'imagine qu'on parle des écoles. Quels critères pour savoir si un marché CPE MPGP est pertinent à mettre en œuvre? Alors, j'ai pas tout le passif, étant donné que au moment où ils ont lancé les diagnostics sur les 8 écoles, moi j'étais pas à BMA, donc je sais pas exactement comment ils ont ciblé les 5 écoles, mais j'imagine que c'est en fonction des gisements d'économie d'énergie possibles sur les différentes écoles. Et il y avait également, je sais qu'il y a une école notamment dans laquelle il fallait intervenir parce qu'il y avait des problèmes d'accessibilité. Donc là, c'était hors performance énergétique. Et du coup, cette école était d'office prévue dans les travaux parce que il fallait qu'on se mette aux normes PMR tout simplement. Mais je pense que voilà, oui, pour conclure là-dessus, c'est que c'est en fonction des gisements d'économie d'énergie et en fonction de l'investissement tout simplement que les autres écoles ont été retenues. Après, je pense, comme cela a été dit, à partir du moment où l'ambition est d'améliorer la performance énergétique des bâtiments, le contrat de performance énergétique s'inscrit comme une solution très adaptée, notamment pour répondre aux objectifs réglementaires. Je vais peut-être pas rajouter un mot là-dessus, mais en fait, sans prendre l'exemple de Brest que je connais pas, hein, mais on a beaucoup de contrats, on est multi-sites, donc effectivement, on nous sollicite, on va dire, pour réduire sur un patrimoine les consommations énergétiques avec des objectifs qui sont donnés, mais qui sont pas forcément donnés site par site, parce qu'on voit bien l'objectif derrière, c'est aussi de réduire la facture globale, le coût de l'énergie pour la collectivité. Et donc là, après, on sélectionne les sites et les bouquets de travaux pour qu'on colle le niveau investissement et qu'on atteigne les objectifs. Donc après, les sites sont sélectionnés aussi, effectivement, par rapport à leur potentiel de réduction des consommations et aux coûts associés. Donc le bouquet est défini un peu comme ça, site par site, et on sélectionne ensuite. C'est là où un peu la procédure de discussion peut être intéressante pendant l'appel d'offres. C'est de voir aussi qu'est-ce qu'on propose et quel site on sélectionne. Ensuite, il y a une question sur la loi tiers financement, mais je propose d'y revenir après parce que nous allons en parler dans la suite du webinaire. Ensuite, nous avons une question sur le retour d'expérience. 10 ans, n'est-ce pas trop long? Bah, je pense pas. Au moins, on est garanti sur 10 ans d'avoir des économies d'énergie à hauteur de 37%. Bon, c'est le choix qui a été fait. C'est vrai que là, on a lancé un autre MPGP sur une autre école d'une autre ville, où là, on est parti pour 4 ans. Bon, je pense que voilà, il n'y a pas vraiment de risque à partir là-dessus. Dans 10 ans, quand on aura le recul, on saura si c'était une bonne solution ou pas, mais je vois pas pourquoi est-ce que ce serait une mauvaise idée, tout simplement. Peut-être si le groupement n'est pas, si les objectifs ne sont pas atteints et que le groupement n'est pas à la hauteur, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu long, mais bon, c'est le choix que BMA a fait en tout cas. Et par rapport au décret tertiaire, en plus, c'est assez intéressant d'au moins coller, d'atteindre au moins 2030 dans le contrat que vous allez pouvoir signer prochainement, parce que sinon, vous êtes, je dirais, si vous prenez un engagement, par exemple, de 4 ans ou de 5 ans dans les prochaines années, le risque, c'est que vous atteignez 2029, 2028, et donc vous avez la garantie jusque-là, mais après, on ne sait pas ce qui se passe, les performances peuvent se dégrader, etc. Donc, l'avantage de vous garantir au moins jusqu'à 2030 et au-delà,
c'est que vous êtes certain, si vous fixez bien vos objectifs, d'atteindre les objectifs des critères CIR. Après, effectivement, si les résultats ne sont pas atteints et si ça ne fonctionne pas bien, oui, il y a potentiellement des choses à remettre. Ensuite, il y a une question qui est un peu inversée. Donc, pourquoi ne pas avoir fait 20 ans ferme avec quelques clauses de sortie conditionnelles en année 10 en cas de non-performance? Bon, j'imagine que la réponse est presque similaire. Ouais, tout à fait. Je pense que la première réponse, c'est, au cas où le groupement aurait été défectueux et qu'on aurait voulu s'en séparer. Je pense que c'est pas si simple comme ça de sortir d'un tel contrat parce que, pour l'avoir lu, c'est des centaines et des centaines de pages. Juridiquement, c'est, très compliqué. Donc après, j'ai pas les connaissances nécessaires pour savoir comment est-ce qu'on peut se sortir d'un tel contrat. Mais voilà, je pense que la décision a été prise de faire 10 ans. Comme ça, bon, bah, si jamais, ça marche pas trop bien, bah, c'est pas très grave, on relance une consultation, et puis on repart avec un nouveau groupement. Ensuite, une question: qui a investi dans les travaux? Je crois qu'on y avait répondu lors du retour d'expérience. Bah, nous, c'était un montage financier avec des banques, donc ils nous ont prêté de l'argent et puis on leur paye, on les rembourse sous forme de loyer, en fait, tous les mois. Et là encore, c'est pareil, c'est, financièrement, il y a tout un service chez nous qui s'occupe de ça. Moi, je suis plus en appui sur la technique et la performance énergétique. Donc je pense que c'est très important d'être accompagné par, des AMO. Nous, en tout cas, on a été, aidés par un AMO juridique pour monter le contrat. Sans ça, ça aurait été très compliqué. Alors, toujours sur le retour d'expérience, nous avons une question: pourriez-vous préciser les pénalités? Ouais, tout à fait. Donc typiquement, si on doit atteindre, je dis n'importe quoi, 40 et finalement on en a fait que 30, donc les 10 si ça correspond à 10 000 € et ben, l'entreprise doit payer 20 000 € de pénalité. Donc c'est multiplié par 2 par rapport à la non-atteinte du résultat. Bon, là typiquement, on était en période covid, donc après il faut que ça se fasse en bonne intelligence aussi parce que, là, il y a eu des surconsommations liées à l'ouverture abusive des fenêtres, qui a directement un impact sur les consommations de chauffage. Donc pour l'instant, on a été clément sur les pénalités en tout cas qui concernent la non-atteinte des résultats. Et juste pour compléter, d'où l'importance de tout l'aspect sensibilisation, utilisation et usage vraiment du bâtiment pour justement que finalement cette performance énergétique ne tombe pas à l'eau en raison d'un utilisation, d'un usage du bâtiment qui serait totalement inapproprié et non vertueux, quoi. Évidemment. Et c'est vrai que c'est difficile, hein, parce que les professeurs nous disaient, «Ah bah oui, mais quand on rentre de récréation, les CM2, ça sent mauvais, du coup, on ouvre les fenêtres». Donc ouais, c'est vrai que c'est pas si simple. Donc il faut vraiment être pédagogue pour, essayer de vraiment faire comprendre, à tout le monde que la qualité de l'air, elle est assurée, qu'on a des systèmes de ventilation mécanique, qu'on a des sondes CO2 qui calculent, le taux de CO2. Donc ouais, ouais, faut être très vigilant sur la sensibilisation. C'est un volet, critique, je dirais, parce que c'est le seul vecteur qu'on ne contrôle pas, c'est le comportement des usagers. Et avez-vous intégré des énergies renouvelables dans les rénovations ou des raccordements à des réseaux de chaleur vertueux? Ouais, donc tout à fait. Donc il y avait un site qui était déjà raccordé au réseau de chaleur urbain. On en a raccordé un autre. Hem Et sinon, il y avait déjà des panneaux solaires qui étaient installés sur, diverses écoles. Mais sinon, on est resté sur il y a 3 chaufferies, gaz de mémoire. Donc, pour l'instant, on est resté là-dessus. Eh bien, ensuite, nous avons un commentaire sur le closier. Ce qu'il manque, c'est le cahier des charges de consultation d'un ATMO, AMO technique, pour nous accompagner au cours du marché. Écoutez, comme je le disais tout à l'heure, voilà, le programme Acté va répondre à cette question via la production de ressources qui seront disponibles sur le site internet très prochainement.
Alors ensuite, dans le bilan financier, quelles sont les charges de suivi et d'exploitation? Sont-elles déduites? Il ne faudrait pas que ces charges prennent trop du bénéfice d'économie. Pardon, vous pouvez répéter s'il vous plaît? Dans le bilan financier, quelles sont les charges de suivi et d'exploitation? Sont-elles déduites? Il ne faudrait pas que ces charges prennent trop du bénéfice d'économie. Non, non, elles ne sont pas déduites. Il y a une facturation qui est réalisée normalement mensuellement sur le P2 et le P3. Mais non, non, elles sont dérisoires par rapport aux économies. Enfin, elles ne sont pas dérisoires, mais elles sont largement inférieures aux économies d'énergie espérées. Alors ensuite, achetez-vous l'énergie en direct ou est-ce le Non, groupement? c'est la ville qui l'achète directement. D'accord. Il n'y a pas de P1. Très bien. Ensuite, la prochaine question. Vous avez indiqué que le MGP a été passé en conception-réalisation avec un CPE. Qui est le mandataire? Le mandataire, c'est l'entreprise générale. Et normalement, il y a un changement de mandataire au moment de la réception des travaux. Donc c'est le mainteneur qui devient mandataire. Merci. Ensuite, y a-t-il une taille minimale de patrimoine pour avoir recours à MPGP? Je pense notamment aux petites communes rurales. Alors non, il n'y a pas de taille minimale. Alors pareil, je vous renverrai vers l'étude qu'on a fait il y a quelques années qui est disponible sur le site du SNEC, hein, dans laquelle on présente effectivement des petits sites où on fait des contrats de performance énergétique. Souvent dans les communes rurales, bon, après, enfin, la majeure partie des CPE, pour pas dire non plus, voilà, c'est avec une taille de multi-bâtimentaire souvent en collectivité. Mais ça n'empêche qu'il est tout à fait envisageable de le faire à l'échelle d'un bâtiment, pour plutôt des bâtiments qui seront concernés par le décret tertiaire. Ça, c'est souvent la taille un petit peu critique. Après, rien n'est impossible, on va dire, et c'est tout à fait possible d'avoir un engagement de performance sur un petit bâtiment. La difficulté sera peut-être plutôt d'avoir des entreprises qui vont répondre sur ces sujets-là. Mais en soi, il n'y a pas de taille interdite pour réaliser des contrats de performance énergétique. On a déjà eu plusieurs contrats sur du simple bâtiment et de taille moyenne. Et pour compléter sur le simple bâtiment, comme tu disais, il y a beaucoup de piscines, notamment, en tout cas, on l'a vu côté collectivité, qui font l'objet de contrats de performance énergétique parce que tout simplement, ce sont des bâtiments extrêmement énergivores. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et encore une fois, hein, pour le rappeler, l'idée, c'est vraiment, enfin, la pertinence d'un contrat de performance énergétique, elle existe uniquement si on connaît correctement les consommations du bâtiment. Donc je dirais que c'est un peu le prérequis pour vraiment se dire si un contrat de performance énergétique est intéressant à lancer ou non, quoi. Merci. Je propose de prendre une dernière question pour continuer. On reviendra sur les questions à la fin. Donc, est-ce que les services juridiques des majors du BTP, qui sont la plupart du temps titulaires de ces marchés, ne sont pas plus bordés que ceux des collectivités, ce qui entraîne des difficultés à faire appliquer les pénalités? En fait, ça revient par rapport à la question de tout à l'heure. Comment savoir si la non-atteinte des résultats est imputable aux titulaires ou aux utilisateurs? Par exemple, l'ouverture des fenêtres en hiver. En ce qui nous concerne, la surouverture des fenêtres, pour nous, elle n'est pas recevable, étant donné qu'il y a tout le volet sensibilisation. Donc à partir du moment où ce volet sensibilisation est mis en place, c'est justement pour pas qu'il y ait de dérive. Donc pour nous, l'argument, oui, les utilisateurs ont trop ouvert les fenêtres, pour nous, il est pas recevable. Donc dans ce cas-là, les pénalités s'appliquent. Et de manière assez simple, hein, on n'a pas mis de pénalité pour la non-atteinte des résultats, mais on en a mis d'autres et il n'y a pas de problème particulier pour les appliquer. Très bien, je propose de poursuivre le webinaire avec un focus sur la loi tiers financement. Ouais, merci. Donc c'est une question qui a été posée tout à l'heure dans le chat et on s'était dit que ça pourrait être intéressant d'aborder justement le sujet de cette loi tiers financement qui est au cœur de l'actualité parce qu'elle a été promulguée donc, le 31 mars dernier.
Et donc, la question, c'est de savoir est-ce que le closier tel que nous le proposons aujourd'hui peut être finalement applicable pour les CPE passés dans le cadre de cette loi tiers financement. Donc, la réponse est oui. Mais maintenant, on va présenter un petit peu plus en détail cette loi et en quoi finalement on est dans un système un petit peu hybride entre le MPGP classique et le marché de partenariat. Et dans quelle mesure les collectivités vont pouvoir s'en saisir et les mettre en œuvre sur leur territoire. Donc, le mécanisme de tiers financement, finalement, qu'est-ce que c'est? En gros, ça consiste à inclure dans une opération de travaux un financeur tiers, qu'il soit public ou privé, pour la mise en œuvre et le financement d'une opération de travaux globale. Donc, en temps normal, on a le maître d'ouvrage et l'entreprise de travaux, ou en tout cas le groupement d'entreprises. Le maître d'ouvrage va payer et financer les travaux. Là, dans le cas de la loi, l'objectif, c'est d'ouvrir finalement la possibilité pour le maître d'ouvrage de laisser un tiers financer les travaux et laisser le maître d'ouvrage ensuite rembourser progressivement le tiers au fur et à mesure de la réalisation des travaux. Chose qui actuellement, dans les marchés publics globaux de performance, n'est pas possible, dans la mesure où là, on a une forme de paiement différé lorsque le maître d'ouvrage paye un tiers au fur et à mesure, enfin, à l'issue de la réalisation des travaux. Le Code de la commande publique actuellement, il permet une chose, c'est que le maître d'ouvrage paye le titulaire à l'issue des travaux. Donc, je vous ai remis un petit calendrier. Donc, c'est une loi qui est expérimentale sur 5 ans, à l'issue de laquelle il est prévu qu'il y ait un bilan, finalement, pour voir dans quelle mesure les collectivités ont pu se saisir de cet outil CPE conclu sous la forme de tiers financement, pour voir dans quelle mesure cet outil pourrait être utilisé à l'issue des 5 ans pour généraliser un petit peu sa mise en œuvre. Alors, en effet, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a un constat ces dernières années, c'est que certes, on le voit depuis tout à l'heure, on essaie de promouvoir l'outil contrat de performance énergétique, mais ça reste une ingénierie financière, juridique et technique qui est assez lourde, qui est nécessaire aussi côté collectivité, et puis aussi côté entreprise. En fait, on a vu qu'il y avait quand même des engagements de performance énergétique qui pouvaient être lourds à porter. Donc, finalement, cet outil tiers financement vise à remédier à ce manque de CPE actuellement, alors qu'on a des objectifs de performance énergétique et de rénovation énergétique qui sont très importants. Donc, l'idée, c'était de flexibiliser le code de la commande publique pour permettre aux collectivités de se saisir de cet outil et de les mettre en œuvre. Ouais, donc juste pour faire un petit état des lieux et pour faire un petit rappel, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, il y a 2 véhicules juridiques pour mettre en place un CPE, les marchés publics globaux de performance, c'est ceux qui vont nous intéresser aujourd'hui et c'est ceux qui concernent la loi, et les marchés de partenariat qui impliquent un transfert de maîtrise d'ouvrage. Donc là, on est sur quelque chose de très différent. Le marché de partenariat, c'est beaucoup plus engageant, je dirais, pour l'entreprise qui va faire l'objet du transfert et pour le maître d'ouvrage qui va se voir totalement dessaisi de sa maîtrise d'ouvrage. Nous, ce qui nous intéresse, comme on le disait tout à l'heure, c'est les MPGP, dans la mesure où le closier s'adresse aux MPGP, et également dans la mesure où la loi tiers financement, finalement, elle va permettre au maître d'ouvrage de conserver cette maîtrise d'ouvrage et faire appel également à un tiers financeur pour l'opération de travaux. Voilà, on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, le problème actuellement, enfin le problème, ou en tout cas, si on fait un état des lieux de ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans le cadre des marchés publics globaux de performance, comme je le disais tout à l'heure, le maître d'ouvrage paye pour les travaux qui répondent à son besoin. Donc, il est dans les faits impossible d'avoir un tiers financeur que le maître d'ouvrage pourrait rembourser au fur et à mesure des économies d'énergie. Ça serait finalement faire déroger au principe de la commande publique de l'interdiction du paiement différé. Donc, la loi tiers financement, et on va le voir juste après, vient flexibiliser cette possibilité de différer les remboursements à un tiers, chose qui actuellement, dans l'état de la commande publique, donc avant cette loi en tout cas, n'était pas possible. Donc, si on résume, finalement, comme je le disais tout à l'heure, on a eu un constat qu'on avait assez peu de collectivités qui se lançaient dans des contrats de performance énergétique.
On voit d'autre part que les marchés de partenariat qui permettent finalement le paiement différé parce qu'on a un transfert de maîtrise d'ouvrage, donc un transfert du paiement des travaux à un tiers, sont encore très peu mis en œuvre par les collectivités, dans les mesures où voilà, on a des seuils de la commande publique qui sont assez contraignants, on a un certain nombre de pièces nécessaires à la conclusion de ce type de marché. Donc, grosso modo, ça reste un outil qui est encore un peu compliqué à mettre en place côté collectivité. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir se saisir des marchés publics globaux de performance, de les flexibiliser pour autoriser le paiement différé et avoir ces tiers financeurs qui viendraient soulager le poids financier que représentent les investissements contrats de performance énergétique pour les collectivités. Je vous ai mis une petite caricature en dessous qui montre que d'un côté, voilà, on a le marché de partenariat qui est lourd à porter, mais qui est complexe à mettre en œuvre, pardon, pour une collectivité, mais qui permet de la soulager finalement du financement et des investissements en matière de travaux qui sont lourds à porter en général. Et de l'autre côté, on a les marchés publics globaux de performance dans lesquels le maître d'ouvrage reste titulaire, mais il n'a pas possibilité de faire appel à un tiers financeur et de le rembourser au fur et à mesure. Donc, l'idée de cette loi de tiers financement, c'est de trouver un régime un petit peu hybride entre le marché public global de performance et le marché de partenariat. Donc, comme je le disais tout à l'heure, l'objectif finalement de ce tiers financement, ça permet à l'acheteur public de faire reposer sur un tiers le financement d'une opération et donc de le soulager en lui permettant de rembourser progressivement en fonction des économies d'énergie réalisées les investissements réalisés par le tiers financeur. Donc, on est bien sur un dispositif expérimental. Donc, actuellement, on n'a pas de retour d'expérience sur ce dispositif. Et l'intérêt également, c'est que le maître d'ouvrage, encore une fois, conserve la maîtrise d'ouvrage d'une opération, ce qui est quand même assez important dans la mesure où c'est celui qui va définir l'enveloppe prévisionnelle d'une opération, définir le programme d'une opération. Donc le maître d'ouvrage reste central dans ce type de marché, bien qu'il puisse faire appel à un tiers financeur. Donc voilà, comme je le disais, l'avancée de cette loi, c'est de permettre de déroger à l'interdiction du paiement différé, dans les mesures où le maître d'ouvrage ne va pas apporter l'investissement, mais va pouvoir progressivement rembourser le tiers financeur. Voilà. Et puis, voilà, je le disais aussi, soulager la collectivité qui en temps normal, doit porter le financement des travaux. C'est un principe de base du Code de la commande publique que le maître d'ouvrage paye pour les travaux pour le compte duquel ils sont réalisés. Et donc, vous voyez à l'écran finalement un petit schéma classique de marché public global de performance qui serait passé hors dispositif expérimental. Donc, on a la collectivité qui rémunère le titulaire du marché global de performance, donc cas classique, ce que nous montrait tout à l'heure Maxime dans le retour d'expérience. Et l'opération de travaux va générer des économies d'énergie qui sont mesurables, contractuellement garanties dans le cadre du contrat de performance énergétique avec des pénalités en cas de non-atteinte. Donc là, on est sur vraiment le fonctionnement, le montage assez classique avec la collectivité, maître d'ouvrage, qui va payer le titulaire à l'achèvement des travaux. Ça, c'est un principe de base du Code de la commande publique auquel le maître d'ouvrage ne doit pas déroger. Et donc, sur le schéma suivant, on voit là dans quelle mesure est-ce que le tiers financeur s'intègre dans ce type de montage contractuel. On a toujours la collectivité qui est maître d'ouvrage, contrairement au marché de partenariat. Donc, collectivité maître d'ouvrage qui, in fine, va payer le tiers financeur, mais progressivement en fonction des économies d'énergie qui seront mesurables. Et le tiers financeur intervient comme financeur de l'opération. Donc, c'est lui qui va d'abord payer le titulaire du marché global de performance. Donc l'entreprise le groupement d'entreprises ou l'entreprise qui va réaliser les travaux va se faire payer par le tiers financeur qui lui-même se fera rembourser par la collectivité. Et donc voilà, je le rappelle juste et vous le voyez à l'écran, le tiers financeur peut être privé ou public. Donc on peut avoir tout type d'acteur qui peut se positionner sur cela. Et donc,
bien que voilà, on ait une flexibilité qui ait été ouverte pour permettre ce paiement différé, qui pour autant reste un principe de la commande publique hors dispositif expérimental auquel il n'y a pas de dérogation prévue. Ça reste un montage juridique qui est soutenu à la réalisation d'une étude préalable, d'une étude de soutenabilité budgétaire, tout simplement parce qu'en fait, ces études elles sont nécessaires pour s'assurer que la collectivité sera bien en mesure de rembourser le tiers financeur, sur lequel les investissements financiers sont réalisés. On a en revanche le seuil minimal des 2 millions d'euros qui a été supprimé. Donc ça, c'est le seuil minimal qui est applicable pour les marchés de partenariat. Donc dans ce dispositif expérimental, on n'a pas de seuil minimal de la commande publique qui a été imposé. Donc évidemment, les seuils classiques des marchés doivent être respectés. Voilà. Et enfin, on a une évolution aussi que nous avons portée côté FNCCR qui permet justement de flexibiliser l'article 22-24 du 22-24-34 pardon, du CGCT. Donc cette loi tiers financement a permis de modifier ce CGCT notamment. En permettant désormais aux collectivités, en tout cas EPCI ou syndicats d'énergie, de porter et de financer tout ce qui va être études en matière de rénovation énergétique pour le compte de leurs membres. Donc c'est une avancée. Alors c'était dans les pratiques régulièrement mis en place. Maintenant, c'est sécurisé grâce à cette modification de l'article 22, 24, 34. Oui, alors pour compléter la partie financement, donc on vient de parler du tiers financement et de la possibilité de trouver un moyen de financer autrement, on va dire, et de financer dans le temps le projet de rénovation. Ce qui est intéressant par ailleurs pour les contrats de performance énergétique, c'est qu'au-delà du contexte réglementaire qui exige, on va dire, ou qui nous demande d'atteindre des objectifs importants, il y a aussi de plus en plus d'aides à la rénovation énergétique qui ont été mises en place, et notamment une que vous connaissez, je pense, les certificats d'économie d'énergie, et qui par ailleurs en plus soutient les contrats de performance énergétique. Alors, il y a un cadre un peu spécifique pour ça, c'est qu'il faut que le contrat puisse donc soit d'une durée minimum de 5 ans. Donc, ça revient sur la question tout à l'heure de la durée de contrat. Donc, voilà, dans ce cadre-là, pour bénéficier de cette bonification des certificats d'économie d'énergie, il faut que le contrat dure au moins 5 ans et que l'engagement soit d'au moins 20% d'économie d'énergie. Alors, ça, c'est le cadre de base. Il y a plusieurs éléments donc importants par ailleurs sur la situation de référence, etc. Mais ça rejoint plus ou moins ce qu'on s'est déjà dit. On vous a mis un petit exemple. Alors, ce qui est intéressant, c'est par rapport aussi à la question tout à l'heure sur la taille du contrat. Là, c'est un exemple qui concerne un bâtiment. Ce serait un bâtiment de bureau de collectivité, par exemple. Donc là, c'est pour le coup assez intéressant de voir qu'on a fait une rénovation globale dans laquelle on atteint 40%. Donc, c'est un modèle un peu décret tertiaire pour vous. Voilà. Le niveau d'incitation C2E, c'est en fait le niveau que vous sera fourni, on va dire, en termes de prix par l'opérateur C2E, donc le délégataire ou l'obligé qui fournit cette aide, puisque ce n'est pas directement une aide d'État, hein, c'est bien les énergéticiens qui payent ces C2E. Du coup, en termes d'opération, on a fait une rénovation complète qui permet d'atteindre un certain nombre d'économies qui sont quantifiées en gigawattheure Qmax pour les C2E. Ce qui est intéressant, au-delà de ce chiffre-là qui ne serait pas forcément très parlant, c'est ce que ça représente en termes d'euros et surtout l'intérêt de la bonification qui permet de quasiment doubler, voire tripler le niveau d'aide en fonction de la durée du contrat. Donc effectivement, la bonification, elle s'applique directement sur les C2E qui sont générés par les fiches, donc en gros par les travaux que vous réalisez. Elle s'applique directement sur ça et elle dépend de la durée de votre contrat. Donc, si vous avez un contrat qui est entre 5 et 10 ans, vous allez potentiellement doubler quasiment le montant d'aide. Si vous avez un contrat dont la durée dépasse 10 ans, vous pouvez atteindre des niveaux beaucoup plus importants. Là, on multiplie par 2,2, mais potentiellement, en fonction des objectifs de performance que vous vous fixez, ça peut être même triplé. Voilà, donc ça c'est un point assez important. Cette bonification, elle vous permet vraiment de réduire, on va dire, le coût pour la collectivité, quelle que soit la taille de votre projet. Ça peut s'appliquer aussi sur des plus gros projets, bien sûr. Voilà. Ce qui est intéressant aussi en parallèle, on évoquait tout à l'heure le fait qu'il y a plusieurs types de CPE, et notamment des CPE qui sont peut-être sur des niveaux d'engagement moins importants que 20% d'économie, des durées moins importantes que 5 ans.
Voilà, là, cette bonification, elle s'applique principalement sur des contrats importants. Si vous êtes sur un CPE service où l'idée, c'est déjà de bien connaître votre parc, de le piloter correctement ou d'améliorer sa performance dans un premier temps et puis d'envisager derrière des travaux. Il y a également 2 fiches d'opération standardisées C2E que vous retrouvez sur le site, par exemple, de la T2E, dans lequel vous avez la possibilité de mettre en place des CPE services, en l'occurrence, que ce soit dans le résidentiel ou dans le tertiaire, et qui sont donc des contrats où on n'a pas d'investissement lourd dans des travaux, mais simplement des éléments de pilotage ou, par exemple, le système GTB qu'on évoquait tout à l'heure. Voilà, donc c'est deux modèles de soutien pour les collectivités assez intéressants, en particulier la bonification qui permet vraiment de répondre à vos besoins d'investissement et de réduire cet investissement. Alors, par ailleurs, ça c'est un dernier point qu'on voulait vous présenter, c'est sur le code de conduite européen. Donc aujourd'hui, le SNEC et la FEDEN est signataire de ce code de conduite qui vous garantit un certain nombre d'éléments structurants, on va dire, sur la transparence des contrats, sur l'efficience aussi et les garanties qu'on peut vous proposer. Je ne vais pas vous relire les 9 principes. C'est plus un cadre général, mais c'est un peu une garantie aussi de la qualité des contrats qu'on pourra proposer. Et l'ensemble en fait, des entreprises membres du SNEC respectent ces principes structurants, dont l'un des plus importants, je pense, c'est la transparence de nos contrats et des engagements de performance. Donc des critères d'ajustement qu'on évoquait tout à l'heure aussi pour les collectivités. Merci beaucoup pour ces interventions très éclairantes. Je propose de revenir du coup à la session de questions-réponses. Alors, on avait une question, je pense, sur la partie précédente concernant le changement de mandataire en cours de marché, quitte des renvois de responsabilité entre concepteurs, entreprises de travaux, exploitants-mainteneurs. Autrement dit, quelles prescriptions pour gérer les relations entre les membres du groupement? En général, il y a une matrice de responsabilité qui fédère les membres du groupement et tout ça est contractuellement défini, j'imagine. Oui, pour la collectivité, je dirais qu'il n'y a pas tellement de sujet puisque c'est géré au niveau du groupement. Après, effectivement, c'est une structuration dont on a l'habitude maintenant et le passage de témoins entre les deux se fait de mieux en mieux. C'est important d'avoir un bon commissionnement, je pense, tout au long du projet. Ça, c'est peut-être un point sur lequel il faut insister. Je crois d'ailleurs que c'était évoqué dans l'exemple de Brest. Mais oui, c'est un point assez important pour que la passation, après les 2 années de mise en service, se passe bien. Merci. Ensuite, sur le tiers financement, qui est le tiers financeur? Est-ce le groupement titulaire du marché ou les SPL, SEM, SEM ou autres acteurs locaux? J'imagine qu'il y a le champ du possible. Oui, c'est ça. En fait, la loi précise que ça peut être donc un tiers financeur public ou privé. Nous, en tout cas, côté FNCCR et côté programme acté, ce qui nous intéressait dans cette loi, c'était que typiquement les acteurs qui avaient une capacité financière plus importante, les acteurs publics avec une capacité financière plus importante, type syndicat d'énergie ou EPCI, puissent désormais financer les travaux pour le compte de leurs membres, alors qu'à l'époque, le code de la commande publique ne leur permettait pas. Donc nous, c'est des choses qu'on a identifiées de ce côté. Après, encore une fois, la loi prévoit que ça peut être un financement, enfin tout ou partie des travaux qui peuvent être financés dans le cadre de ce mécanisme. Donc, on n'est pas sur nécessairement une prise en charge totale et entière des travaux qui sont réalisés. Ça peut être une partie. Et tout ça devra bien évidemment être précisé. Alors, pour l'instant, les décrets d'application de cette loi ne sont pas encore sortis. Mais c'est typiquement ce genre de choses qui devront être précisées à terme dans la relation entre le tiers financeur et le maître d'ouvrage. Hugo, j'imagine qu'un opérateur qui réalise le CPE peut également être tiers financeur de. Oui, complètement. C'est déjà le cas, notamment sur les opérations, je dirais, où le niveau d'investissement n'est pas forcément super important, mais plutôt dans les cas où on est sur des rénovations techniques. Effectivement, lorsqu'on va aller sur de la rénovation où on intègre de l'isolation et on travaille sur le bâti, là, on passera peut-être par d'autres opérateurs parce qu'on n'a pas vocation non plus à investir à chaque fois. Mais c'est tout à fait possible que ce soit l'opérateur qui investisse, qui tiers investisse. Merci. Ensuite, nous avons une question sur l'intracting. La Banque des Territoires propose un mécanisme intracting qui ressemble au tiers financement. N'était-il pas utilisé par les collectivités? À travers cette question, je me demande quel est le besoin réel du tiers financement privé.
Alors, c'est une bonne question. Après, je ne me permettrai pas de parler au nom de la Banque des Territoires, donc je vous invite à aller consulter leur site internet ou prendre contact avec eux si toutefois ce dispositif vous intéresserait. Là, en l'occurrence, on est vraiment sur une personne morale identifiée qui finance au nom et pour le compte, enfin qui finance en tout cas l'opération pour le compte de la collectivité. Côté Intracting, bon, il peut y avoir certaines insécurités juridiques dans certains montages, dans le cas où, par exemple, un syndicat d'énergie pourrait prendre, financer au nom et pour le compte de ses membres les travaux en faisant appel à une personne tierce. Je ne sais pas si c'est forcément l'objet de notre présentation ici. En tout cas, et comme je le disais tout à l'heure, l'objectif de cette loi tiers financement, c'est de pouvoir soulager les collectivités de cette charge financière qui est l'investissement dans des travaux de rénovation énergétique pour pouvoir différer ensuite le paiement des travaux. C'est vraiment là le cœur de l'objectif, de la flexibilisation du code de la commande publique qui a été permise par cette loi. Merci. Ensuite, est-ce qu'il peut y avoir plusieurs tiers financeurs pour une opération? Alors, c'est une bonne question. De mémoire, la loi ne prévoit pas, n'interdit pas qu'il y ait plusieurs tiers financeurs. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais j'imagine que s'il y a plusieurs tiers financeurs, il faudra vraiment pareil, bien le prévoir, savoir quel est le champ du financement, pour chacun des tiers financeurs, dans quelle mesure le maître d'ouvrage devra rembourser ce tiers financeur en fonction des travaux réalisés. Donc, je botte en touche pour cette question, mais je ne vois pas l'état actuel des choses d'opposition à ce que ce soit possible. Merci. Ensuite, nous avons l'impression que les économies d'énergie doivent payer les travaux. Si les économies d'énergie sont inférieures, que se passe-t-il? Mais alors, ça, c'est une question assez récurrente. Alors, non, c'est pas systématiquement le cas. L'objectif de tiers financement, si c'est bien ça la question, mais je peux répondre aussi sur l'ensemble des CPE. L'objectif de tiers financement, c'est d'alléger au départ l'investissement et de permettre de le lisser dans le temps. Effectivement, les économies d'énergie peuvent compenser et donc financer l'ensemble des travaux. Néanmoins, ça ne sera pas toujours le cas et ça sera même majoritairement pas le cas. On l'a vu sur l'exemple de Brest, si vous faites des rénovations, en tout cas dans les rénovations importantes, on a lorsqu'on atteint 40% d'économie, je crois que c'est 37% à Brest, si je ne dis pas de bêtises. On est dans des rénovations qui ne seront pas financées par les économies d'énergie. Il y a d'autres raisons patrimoniales ou d'atteindre des objectifs pour le climat, etc., qui justifient ces investissements. Néanmoins, c'est un levier important par ailleurs pour la collectivité et il existe aussi des aides qui permettent, on en parlait tout à l'heure sur les C2E, ou d'autres aides d'ailleurs qui à la rénovation, on ne les a pas toutes évoquées aujourd'hui, qui permettent de réduire le montant d'investissement de départ. Mais il ne faut pas résumer les contrats de performance énergétique à les économies d'énergie vont permettre de financer l'investissement de départ. Ça ne sera pas systématiquement le cas, ça peut être le cas. En tout cas, c'est un levier important pour le financement, mais ce n'est pas le seul. Et pour compléter, dans le cadre là, en tout cas de l'expérimentation de la loi de tiers financement, il a été mis l'accent vraiment sur l'importance de mettre en place cette étude de soutenabilité budgétaire, dans les mesures où dans les MPGP classiques, le maître d'ouvrage assume, je dirais, le financement direct au fur et à mesure de la réalisation des travaux auprès des entreprises de travaux. Là, on fait rentrer un tiers financeur dans l'équation, donc l'important, c'est vraiment que la collectivité puisse être en mesure de rembourser ce tiers financeur qui, lui, va, à la fin des travaux, payer les entreprises. Donc voilà, c'est pour ça que le cadre juridique est un petit peu plus contraignant que les MPGP classiques, mais pour s'assurer derrière que la collectivité ait la ressource et ne se base pas uniquement, comme le disait Hugo, sur les économies d'énergie réalisées pour investir dans les travaux. Par contre, juste pour compléter, à la différence des contrats plus classiques, l'intérêt par contre du CPE, c'est que vous avez de l'assurance, on va dire, d'avoir cette quantité d'économie d'énergie chaque année, ce qui vous garantit, entre guillemets, une capacité de financement derrière aussi. Voilà, c'est un point quand même assez important et c'est pour ça qu'on l'associe plus facilement et plus naturellement, je dirais, au tiers financement. Merci. Ensuite, une question intéressante. Devons-nous attendre la sortie des décrets pour proposer utiliser le tiers financement ou la promulgation de la loi du 31 mars suffit? Alors je dirais oui, dans la mesure où les décrets d'application vont venir préciser la mise en œuvre concrète de la loi. Donc devrait arriver, je pense, dans les mois qui viennent. Bon, après, vous pouvez toujours, je dirais, sonder un petit peu
de territoire, les acteurs qui pourraient être intéressés pour être de potentiels tiers financeurs dans le cadre de la loi, qui, je le rappelle, est expérimental. Donc, l'idée, c'est de pouvoir voir dans les 5 prochaines années dans quelle mesure les collectivités se sont saisies de cet outil. Donc, je dirais que le plus de projets il y aura, le mieux cet outil pourra être ensuite perpétué dans le temps. Il faut savoir que les décrets d'application sont en cours de rédaction, donc Ouais, c'est ça. on espère que ça viendra assez rapidement. Alors ensuite, une petite question technique. Quel serait le pourcentage de réduction maximum pour un contrat sur les équipements? Alors, c'est une question auquel c'est très compliqué de répondre, puis ça dépend vraiment de votre situation de départ. Donc, je ne vais pas vous faire une réponse qui ne veut rien dire. Ce qu'on constate globalement sur les équipements, c'est qu'on atteint un DRA maximum 30-35%. Mais ça dépend vraiment de votre situation de départ. C'est-à-dire que si vous avez un bâtiment ou des installations qui sont assez anciennes, qui ne sont pas forcément bien pilotées, qui ont un entretien qui est un peu complexe, peut-être que vous atteindrez plus. Mais en moyenne, on ne peut pas atteindre beaucoup plus pour des questions de rendement et puis aussi d'entretien. En général, vos bâtiments sont quand même entretenus. Je ne veux pas dire qu'ils ont un contrat de résultat, mais qu'au moins ils sont déjà au moins maintenus. On n'est pas sur des engagements qui vous permettront par exemple d'atteindre les objectifs des décrets tertiaires. C'est pour ça qu'assez couramment, vous allez devoir passer par des travaux sur le bâti qui ne sont pas forcément des travaux complets, mais en tout cas qui vous permettent d'atteindre les objectifs du décret. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter l'enquête SNEC sur les 150 CPE qui graphiquement justement classifie les types de CPE et on peut voir les différents pourcentages atteints par la totalité de ces contrats de performance énergétique. Alors ensuite, en ce qui concerne les pénalités, y a-t-il un pourcentage de tolérance à préciser dans le contrat? Oui. En fait, on a un tunnel d'engagement, donc effectivement, il y a une partie. Enfin, ça dépend des contrats, évidemment. Je laisserai peut-être compléter, mais il y a un tunnel d'engagement, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une valeur pure et dure, et si on la dépasse de 0,01%, voilà. Donc il y a un tunnel, effectivement, je pense que ça peut aller de 2% ou quelque chose comme ça de différence. Ça dépend des contrats, évidemment. Et puis après, les modalités de pénalité peuvent évoluer aussi, c'est-à-dire que des fois, elles sont 100% pour l'opérateur, c'est quand même le cas le plus courant. Après, si on considère qu'il y a des choses qui méritent d'être équilibrées, ou en tout cas, voilà, on peut descendre jusqu'à 66% pour l'opérateur, je crois que c'est le cadre légal. Enfin, en tout cas, c'est le cadre de la bonification CPE. C'est un minimum et couramment, on est plutôt sur du 100% à l'opérateur. Voilà. Et pour compléter, alors j'ai plus le pourcentage exact en tête, mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel on s'est mis d'accord, entre les acteurs, membres du GT, groupe de travail, contrat de performance énergétique. Et donc tout ce qui est aspect pénalité est précisé dans les documents du closier. Et pareil, ça, les pénalités, c'est des choses sur lesquelles les collectivités vont pouvoir revenir éventuellement dans le CCAP en précisant en fonction de l'entreprise, en fonction des bâtiments, en fonction des besoins, le niveau de pénalité à appliquer en cas de non-atteinte. Donc tout ça, c'est des choses précisées dans le CCAG, mais qui peuvent à la marge évoluer en fonction de ce qui sera précisé dans le CCAP si la collectivité souhaite déroger. Alors ensuite, nous avons une question. A-t-on une estimation du surcoût d'un CPE? Alors, y a-t-il déjà un surcoût? Bah ouais, alors non, on n'a pas une estimation du surcoût, et même je pense que dans une partie non négligeable des cas, ça peut plutôt permettre de réduire les coûts, puisqu'en fait on a un opérateur, on a potentiellement aussi moins d'études préalables, etc. Enfin bref, on peut réduire certains coûts annexes des projets de rénovation. Et surtout, on a une garantie de résultat, donc après ça dépend comment on l'envisage, mais l'intérêt du CPE, c'est par ailleurs d'avoir un opérateur unique, donc d'avoir un coût qui est lissé tout au long du contrat aussi. Enfin, ça, c'est le cas du tiers financement. Et puis, d'avoir une garantie sur le résultat qui vous permet de faire des économies certaines, ce qui n'est pas forcément le cas. On voit, alors nous, c'est des choses qu'on observe au quotidien, mais on voit un écart très, très important entre des contrats qui sont suivis dans le temps et des contrats qui ne le sont pas. C'est ce qu'on disait au début d'ailleurs sur nos contrats plus classiques de maintenance. Lorsqu'on n'a pas d'engagement de performance, on a un écart de 18%. Alors éventuellement, ça peut engager un surcoût sur la part exploitation, mais qui est minime. Je crois qu'on l'évoquait tout à l'heure à côté de Brest, hein, c'est pas des coûts très importants par rapport aux économies qui sont garanties. Et sur la phase amont, on est plutôt sur une réduction du coût qu'une augmentation. Néanmoins, par contre, ça nécessite côté juridique, et là je laisserai compléter, je pense des
des éléments avec un AMO supplémentaire peut-être, ou des choses comme ça, pour bien cadrer au départ le contrat. Je sais pas si ça répond à la question. Bon, après, sans forcément, parce que c'était assez complet, c'est vrai que ça peut être vraiment intéressant d'avoir un AMO pour aider le maître d'ouvrage. Alors, comme on le disait tout à l'heure, marché de partenariat, on a un transfert de maîtrise d'ouvrage, donc le maître d'ouvrage se dessaisit totalement de ses prérogatives. Là, dans le cadre, en tout cas, de la loi expérimentale, pardon, et même de manière générale dans les contrats de performance énergétique sous la forme de MPGP, le maître d'ouvrage conserve ses prérogatives essentielles que sont la définition du programme et de l'enveloppe financière. Tout ça, donc, qui ensuite vont conditionner la réalisation du CPE, peut faire l'objet d'un accompagnement par une prestation de commissionnement, une prestation d'AMO. Donc c'est vrai qu'il est recommandé de se faire accompagner là-dessus. Ça peut être important pour bien délimiter justement la façon dont ensuite vont se dérouler les travaux de rénovation. Nous avons à peu près ensuite la même question, mais je pense qu'il sera difficile de répondre. Peut-on estimer le surcoût du recours au tiers financement? Sachant que la loi n'est pas encore, Un petit peu prématuré. voilà, on n'a pas encore vraiment de retour d'expérience. Je pense qu'il faudra attendre un petit peu que ça se mette en place pour avoir ces éléments. Alors, sur les tiers financeurs, doivent-ils faire l'objet d'un agrément au sens des dispositions du Code monétaire et financier? Alors, je ne suis pas une spécialiste du code monétaire et financier. En revanche, l'objectif, encore une fois, de la loi, comme on le disait tout à l'heure, c'est bien qu'il y ait des personnes publiques ou privées tierces qui puissent apporter ce financement et qui se feront rembourser ensuite. Donc, on n'est pas. Alors, je ne veux pas non plus m'avancer parce qu'on n'a pas encore eu les décrets d'application, etc. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir ouvrir cette possibilité de financement, de tiers financement, au plus grand nombre de structures, en fait. Donc, je ne pense pas que ce soit dans l'esprit de la loi de demander un agrément à ces structures pour apporter un tiers financement. Donc, je ne pense pas qu'elle nécessairement ait besoin d'être qualifiée d'organisme bancaire ou d'intermédiaire financier. Voilà, je ne veux pas m'avancer, mais en tout cas, ce n'est pas vraiment l'esprit de la loi. Non, effectivement, juste pour rajouter un point, mais on le disait tout à l'heure, hein, c'est une expérimentation sur 5 ans. L'idée de cette expérimentation, en tout cas l'esprit de cette expérimentation, c'est vraiment pour l'instant d'ouvrir au maximum. Potentiellement, c'est des choses qui évolueront après l'expérimentation si le cadre est maintenu. Mais pour l'instant, dans le cadre de l'expérimentation, je pense qu'il n'y aura pas de blocage, on va dire, ou de cadre trop contraignant. Merci. Enfin, la dernière question, il est 11h29, ça tombe bien. Dans le cadre des sujets avec tiers financeurs, y a-t-il selon vous un lien entre la durée ferme du contrat de performance énergétique et le pourcentage de gain de performance énergétique? Est-ce qu'il y a un lien entre la durée et la performance et les ambitions du contrat par rapport au CPE avec tiers financement? Alors, je ne sais pas si ça va répondre à la question, mais j'ai l'impression du coup que ça fait le lien avec la question tout à l'heure sur le financement. Est-ce que, en gros, les économies doivent compenser l'investissement de départ? C'est un peu, je crois, l'idée. Je crois que ça fait le lien. En fait, ça va dépendre de vous. Et là, je ne peux pas faire une réponse qui est valable pour tout le monde. Ça va dépendre de comment vous envisagez le projet. Si effectivement vous souhaitez que l'investissement soit couvert par les économies d'énergie, ce qui peut arriver encore une fois. Là, dans ce cadre-là, effectivement, vous pouvez prolonger la durée de votre contrat d'exploitation ou augmenter l'engagement de performance. Mais bon, d'un autre côté, ça veut dire aussi potentiellement des actions supplémentaires. Sinon, c'est pas envisageable. Donc, en général, oui, vous pouvez allonger votre durée de contrat d'exploitation pour avoir ces économies garanties plus longtemps et de fait rembourser votre investissement. Mais ce n'est pas systématiquement le cas. Donc, c'est pour ça que je pense que ce n'est pas un lien de cause à effet, on va dire. C'est pas parce que vous allez avoir un tiers financement que forcément vos contrats vont être plus longs pour compenser l'investissement. C'est pas la seule, les économies d'énergie ne seront pas la seule source de financement. Parfait, il est 11h30, je crois que nous arrivons à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup, Tiffany.